Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier épisode de Ultra Cycling Podcast à l'occasion de la 4e édition de Race Across Paris. Et bien pour lancer ce nouveau podcast, j'ai un invité qui est en face de moi, qui va s'élancer sur le 1000 km. Je vais lui demander de se présenter avant toute chose, mais en tout cas sache qu'on t'accueille, sur le podcast, 2 sur Race Across Series et notamment Paris, avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai quelques questions pour toi avant que tu nous partages ton parcours et que tu te présentes, mais déjà je voulais te souhaiter la bienvenue et on est très très heureux de te voir t'élancer parce que je sais qu'on a échangé avant par mail, mais là il y a une présence physique, donc c'est d'autant plus intéressant. Mais voilà, avant de rentrer dans tout ça, je vais te laisser te présenter, Hakim. Très bien. Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Alors je m'appelle Hakim, 40 ans, papa de 3 enfants, passionné de vélo. Alors, je ne suis pas expérimenté, mais je fais pas mal de vélo. Pas mal de vélo taf. J'utilise le vélo en week-end avec les enfants, en famille. Et puis, c'est ma passion. Donc, je me suis lancé dans l'ultracyclisme il y a maintenant 3 ans. Et c'est un monde que j'apprécie énormément. Parce que ça me permet de me dépasser et dépasser de mes limites. Voilà. Bon, déjà 3 enfants, c'est ultra. Donc oui, déjà, ça c'est ultra. Effectivement. Voilà, la gestion du sommeil, donc je pense que tu maîtrises. C'est parfait. Oui. Alors, merci déjà pour cette présentation. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ton parcours qui t'a amené à être là aujourd'hui. Donc, tu fais du vélo depuis 3 ans. Comment tu as découvert l'ultra? Et puis après, on rentrera dans ta préparation, ta stratégie pour aujourd'hui, parce que tu t'es sur le 1000 km. Mais voilà, comment est-ce que tu es arrivé à l'ultra? Alors, je ne fais pas du vélo depuis 3 ans. Je fais du vélo depuis longtemps. Sauf que l'ultra, je me suis lancé dans l'ultra il y a à peu près 3-4 ans. Comment est-ce que j'ai été amené à faire de l'ultra? Tout simplement parce que j'ai des amis qui se sont lancés dans l'ultra et puis de fil en aiguille avec les différents sites que j'ai pu voir, les différentes vidéos, notamment de toi, d'Axel Carion, de certains organisateurs, ça m'a permis un petit peu de me lancer là-dedans et puis de le faire. Voilà. Bon, avant aujourd'hui, donc tu te lances sur le 1000 km. Est-ce que tu as déjà fait cette distance ou est-ce que c'est une grande première pour toi? 1000 km, c'est ma grande première. J'ai fait moins. C'est quoi ta plus grande distance? Ma plus grande distance, c'est 700 km. En une seule traite? En une seule traite. Okay. J'ai fait 500 km, 200, 300, 500. Ça s'est toujours bien passé. J'ai pu dépasser mes limites, toujours finir. Ouais, espérons que le 1000 km, on va le finir. Bon, alors, moi je pense à toutes les personnes qui écoutent ce premier épisode de Ultra Cycling Podcast et qui se disent moi un jour j'aimerais bien les faire. Oui. Je fais pas d'ultra mais ça m'intéresse, j'aimerais me lancer. Ou alors j'ai fait 500, 1000, ça me paraît encore être un autre monde. Comment est-ce que tu t'es préparé pour être prêt aujourd'hui sur cette 4e édition de Race Across Paris, 1000 km, on est mi-avril. Comment est-ce que tu t'es préparé pour être en tout cas le plus dans ta préparation abouti à être en totale confiance aujourd'hui? Alors pour faire des distances, de la longue distance, il faut quand même un minimum de préparation, je dirais. On ne peut pas venir et dire j'ai un vélo, je vais faire une longue distance et puis me lancer comme ça. Sachant qu'on demande quelques références. Voilà, si tu exactement. Es là, c'est que tu as apporté les éléments nécessaires pour être au départ. Alors il faut savoir que je n'ai pas d'entraînement spécifique ou que je fais du vélo tous les jours. Tous les jours, je fais un minimum de 50 km, que ce soit en vélo taf, que ce soit en entraînement. J'ai la possibilité d'avoir un travail qui me permet, durant mes pauses, de faire du home trainer, d'aller m'entraîner sur certains parcours. Mais le week-end, après, c'est un peu compliqué quand tu as 3 enfants, il faut s'adapter, et j'ai une femme qui est merveilleuse parce que c'est elle qui aussi m'appuie derrière, qui m'aide aussi avec les enfants. Donc on est là pour essayer de trouver le bon tempo pour se lancer aussi dans notre activité. Maintenant, pour ceux qui veulent se lancer dans l'ultra, j'ai qu'une seule chose à dire, allez-y. Faut se lancer, faites votre premier tour de roue, avancez, achetez un vélo, quitte à pas mettre énormément d'argent dedans. Aujourd'hui, on a des paysages qui sont merveilleux en France. C'est sûr. Déjà, la beauté de ces paysages-là, ça nous permet de découvrir les gens, de découvrir le pays et de se lancer des défis. Voilà.
C'est vrai qu'avec Race Cross France, c'est aussi notre objectif, c'est de faire visiter la France, parce qu'il y a des régions qui sont magnifiques. On a toujours tendance à aller faire du vélo dans des pays, voire dans d'autres continents. Et en fait, et sans même avoir découvert toutes nos régions françaises. Et donc, c'est un peu la promesse avec Race Cross France, justement, qui a lieu mi-juin. C'est de faire découvrir à chaque fois de nouveaux territoires. C'est pour ça qu'on change le parcours tous les ans. Mais pour revenir à ta préparation, là, on est mi-avril. Aujourd'hui, tu arrives avec combien de kilomètres de préparation depuis le 1er janvier? Ça va permettre aux personnes d'avoir une petite idée de moi, j'en suis là ou pas. Alors, je suis à 3000 km. Depuis le 1er janvier, je suis à 3000 km. Mais c'est des entraînements où je ne fais pas forcément que de la longue distance. C'est des entraînements où je vais enchaîner de la longue distance. C'est des entraînements où je vais enchaîner de l'intensité. Il y a des moments où on va essayer de choquer le corps parce que pendant des courses ultra-distance comme ça, on est amené à dépasser nos limites. Donc notre corps, il ne va pas réagir forcément de la même manière quand on fait 20 km et quand on fait 300 km. Après, il y a l'alimentation. L'alimentation très important puisque quand on fait du sport, faut faire attention à son alimentation. Mais je varie vraiment mon entraînement. Voilà. Et alors ça veut dire 3000 km, comment tu les répartis? Parce qu'aujourd'hui tu sais qu'on peut se préparer. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà été au départ des race cross, ils n'ont pas roulé en extérieur, ils ont fait tout en intérieur. Donc toi tu es 3000 km. Et dans ce que tu dis, ils ont été qualitatifs. Voilà. Comment est-ce que tu les répartis? Je les répartis, alors c'est 75% en extérieur et 25% en intérieur. Ce qui veut dire que tu fais probablement tes intensités en intérieur. Oui, c'est ça. Et tu vas faire du plus long, ou en tout cas de la zone 2 en extérieur. Exactement. Sous la pluie, dans des moments, par exemple la nuit, je vais sortir. Il y a des moments où, par exemple, je vais enchaîner au travail, 48 heures de travail, et puis entre les deux, je vais essayer de rouler en intérieur pour habituer mon corps. Voilà. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu as un coach qui t'accompagne dans cette préparation? Absolument pas. Donc, comment non, mais je te pose volontairement cette question. Ça veut dire que comment tu fais de l'intensité, tu fais du long, c'est toi, de par ton expérience, de ce que tu estimes être le mieux pour ton corps. Alors, c'est de par mon expérience. Et aussi l'emploi du temps, parce que quand on a une famille, il faut aussi, tu l'as dit, et c'est une des qualités en ultra-distance, c'est s'adapter. Parce que quand tu pars sur 1000 bornes, il va se passer des choses que tu n'avais pas prévues, donc tu dois trouver une solution. Et donc, tu peux pas aller rouler tous les jours quand tu veux. Et alors, comment tu as géré ça? Alors, de par mon expérience, j'ai essayé de chercher un coach, mais après, c'était très compliqué en termes de temps, en termes de finances aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi, il ne faut pas se cacher. C'est en termes de finances, c'est important. Mais je me suis énormément informé sur Internet. Donc après, je regardais tout ce qui est vidéo de préparation, tout ça. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis calé des plannings où je faisais des écrits. Et puis je me disais, aujourd'hui, ça va être intensité. Demain, ça va être de la Z2. L'après-demain, autre chose. Donc de fil en aiguille, mon entraînement s'est passé comme ça en fait. Bon, ça va forcément, en tout cas, tu disais, je me suis renseigné. Ce podcast va probablement servir à des personnes qui se renseignent aussi, qui prennent de l'information pour justement se lancer. Et quel est ton objectif sur cette épreuve? Quand je dis quel est ton objectif, c'est est-ce que tu as une stratégie en tête? Je voudrais juste revenir sur une petite information tout à l'heure que tu as dit sur ma préparation. Il y a la préparation physique, mais il faut savoir que l'ultra, c'est aussi énormément de préparation mentale. Oui, mais je savais que tu allais me dire ça, mais bien évidemment. La préparation mentale, c'est important. On peut être un minimum préparé physiquement, mais si le mental ne suit pas, les jambes ne suivent pas. Ouais, alors là, c'est vrai qu'on est sur une édition Paris cette année où le soleil est annoncé. Exactement, sur on les a la chance. 4 jours de l'épreuve. Ce qui n'est jamais arrivé à Paris. D'habitude, il y avait toujours de la pluie, voire de la très forte pluie, au moins une journée. Là, c'est quand même. Enfin, là, je veux dire, toutes les conditions sont réunies. En plus, cette épreuve, on l'a placée dans le calendrier volontairement à cette date-là pour justement que les gens découvrent la longue distance. Et d'ailleurs, sur le 300 km, on a beaucoup de nouveaux participants, ça va être leur première épreuve de longue distance, un premier 300 km, et beaucoup d'équipes. Ce qui veut dire que cette épreuve est une épreuve qui sert c'est un support, à un partage. Vraiment entre copains, entre amis, entre familles, frères et sœurs, parents, enfin voilà. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très très bien positionné. Mais, et donc, ce que je veux dire par là, c'est que
oui, il faut avoir une bonne base de préparation physique, mais surtout, mentalement, être prêt à faire face à toutes les possibilités. C'est lié aussi avec le sommeil. Il faut avoir une fraîcheur physique, une fraîcheur mentale. Si on a bien dormi avant et qu'on a emmagasiné du sommeil, le mental sera mieux préparé que si on arrive en dette de sommeil. Exactement. Donc je te rejoins, le mental. Alors le mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir pourquoi on fait cette épreuve, savoir quels sont les ressorts qui vont vous permettre de retrouver de la concentration quand à un moment donné vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là à 3-4 heures du matin ou même en après-midi quand on est face au mur, parce que certains peuvent avoir connu au marathon, on le connaît aussi dans l'ultra-distance, c'est-à-dire qu'on s'effondre sur son vélo parce qu'on n'a plus de calories. Et donc là, ça attaque le mental directement et là, il faut trouver les réponses à ces pourquoi. Donc ça fait partie de la prépa mentale, donc tu fais bien de le préciser. Oui, exactement. Donc ensuite, pour revenir aux objectifs... Ta stratégie. Je pars sur 1000 bornes, 2 boucles de 500 km. Exactement. Donc la première, les 70 premiers kilomètres, c'est la descente sur Paris, la traversée de Paris. Avec, moi, quand j'ai conçu cette épreuve, je trouve que c'est génial d'aller faire un 1000 km dans lequel tu vas traverser la Madeleine, Opéra, le Louvre, la Tour Eiffel, le Trocadéro. La plus belle ville du monde. Voilà. Et ensuite, tu vas passer dans le Vexin, une première boucle de 500 km, ensuite une deuxième boucle qui t'amène dans les Ardennes, donc un 1000 km où tu vas vraiment voir du paysage. Exactement. Alors, je connais plus ou moins la boucle ouest, puisque j'ai mes beaux-parents qui habitent Louviers, donc on passe à peu près à Louviers, vers Rouen, Évreux, tout ça. Paris, je connais bien puisque j'y roule assez souvent. Par contre, la boucle les Ardennes, tout ça, c'est jusque Compiègne, je connais, mais après, voilà, là, c'est l'aventure. Alors, comment tu as prévu ta stratégie sur ces 2 boucles de 500 km? J'ai pas de stratégie particulière. Donc là, je roule, je vais essayer de rouler au maximum en respectant les règles. Et puis, d'écouter mon corps, surtout. Quand il faut m'arrêter, je m'arrête. Quand il faut me nourrir, je me nourris. Et j'ai pas de stratégie particulière. Mon objectif, c'est de finir dans les temps. Ça, j'aime cette réponse. Quelle est ta stratégie? J'ai pas de stratégie. Tu sais, c'est sur Insta qui tourne en disant mais c'est pour ceux qui n'ont pas confiance. Non, le truc, le truc de voir le parcours. Alors le parcours là, il y a un point d'eau, il y a une boulangerie, tout ça. Non. Donc toi, en fait, ta stratégie, parce que c'en est une, c'est de dire voilà, je pars. Et j'ai suffisamment confiance en moi. Exactement. Je sais que je m'adapterai à toutes les situations. Je serai à l'écoute de mon corps et tout se passera bien. C'est exactement ça. Jusqu'à présent, ça a fonctionné. Je touche du bois, j'espère. Non, mais c'est intéressant et puis, de partager aux gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais fait 1000 km, qui se disent c'est pas pour moi ou j'hésite. De dire en fait, il ne faut pas avoir 15 000 bornes pour être au départ, il faut juste avoir une bonne forme, une base physique. C'est ça. Se dire qu'on est capable de trouver des solutions à chaque problème qui va se présenter. Et profiter de l'aventure. Alors, on parle de profiter de l'aventure, mais je sais que, ce qu'on a échangé avant, que toi aussi tu souhaites profiter, mais tu vas le partager. Exactement. Et notamment aux enfants. Puisqu'on a mis en place un kit pédagogique il y a quelques années de cela, enfin en tout cas pour les participants, et qui souhaitent partager leur aventure avec des enfants. C'est en généralement CE2, CM1, CM2. On a un kit pédagogique qui fait 15 pages et qui explique aux enfants qu'est-ce que l'ultracyclisme, avec des illustrations, 15 feuillets d'illustrations, et qui explique comment on équipe un vélo. Et généralement, le participant va dans l'école et avec son vélo, ou en tout cas explique lui comment il a mis ses sacoches, pourquoi il a dit sacoche, combien de kilomètres il va rouler, comment il va s'alimenter, comment il va se reposer. Et donc, on tenait à te remercier d'avoir, toi, de ton côté, partagé ton projet dans une école. Alors, je te laisse partager et nous expliquer comment ça s'est passé. Alors effectivement, un moment de partage qui était fabuleux, qui était magique, puisque je suis intervenu dans la classe Alsace-Lorraine à Cormeilles en Parisis, où je réside, en classe de CM2 chez la maîtresse Madame Launay. Donc la classe était super ravie de m'avoir accueilli. Les échanges ont été vraiment très très intéressants. Les enfants étaient intéressés. Et ça m'a permis aussi d'expliquer ma passion aux différents enfants. Ce qu'ils ont aimé, donc j'y suis allé avec mon vélo, j'ai présenté mon matériel, on a eu des échanges, je leur ai laissé le kit pédagogique que j'ai imprimé en X exemplaires et ils ont quelques travail à faire à la maison. Ils vont te suivre pendant le live? Exactement, je leur ai laissé le lien pour suivre.
Donc demain, ils reprennent l'école, demain vendredi, et en direct, ils pourront m'envoyer des messages et puis me suivre en direct. Bon, génial. Ouais, Ça, c'est vraiment cool et c'est vraiment aussi pour ça qu'on a créé c'est important de partager notre passion aux futures générations, en fait. Parce qu'il y aura probablement des enfants qui ont reçu un participant, toi ou d'autres, et seront probablement dans quelques années au départ. J'espère. Moi, je suis là parce qu'il y a quelques années, dans une école, il y a un participant qui est venu et je me suis dit, waouh, c'est génial. Et je trouve ça top. Et tu vois, ne serait-ce que tout à l'heure, j'ai un participant qui est venu et qui m'a dit, moi, c'est mon objectif, c'est d'être sur la 2500 un jour. Donc je passe par la 1000. Et il avait écouté un podcast ou il avait vu une vidéo sur YouTube en 2019. Et depuis 2019, il s'est fixé cet objectif, c'est d'être là aujourd'hui. Ouais. Donc peut-être qu'il y aura des enfants qui seront là. Je l'espère bien. Bon. Je le souhaite de tout cœur. Dans quelques heures, c'est le départ. On va être sur le briefing dans quelques minutes. Ouais. Comment tu te sens ? Ça va. Je suis confiant. Alors il en faut beaucoup pour me stresser. Du stress, il en faut quand même un petit peu. C'est bon pour la santé. Mais ça va, je suis confiant. Bon, et j'ai hâte de partir. Quel message tu veux faire passer aux personnes qui écoutent ce premier épisode d'Ultra Cycling Podcast ? Croyez en vous, à vos rêves, et ne regardez pas derrière vous. Voilà. Toujours devant. Toujours devant. Un grand merci à Kim. Merci à toi Arnaud. Merci à l'organisation. Merci beaucoup. Nous sommes toujours à Chantilly où vient de s'élancer la 4e édition de Race Cross Paris. Donc les coureurs se sont élancés et la course s'est également élancée pour l'organisation. C'est pour ça que je suis accompagné de Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Arnaud. Alors Stéphane, son rôle c'est le PGO. Alors le PGO, ça peut vous paraître bizarre comme nom, mais on va vous expliquer ce qu'est le PGO. Et pour ça, j'ai pris la personne qui va gérer le PGO sur l'ensemble des événements cette année. Donc je te laisse donner la définition, Stéphane, de qu'est-ce que le PGO. Alors le PGO, déjà, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est toi, Arnaud, qui a mis ça en place sur toutes les courses Race Cross Series. PGO, ça veut dire poste de gestion opérationnelle. Et l'idée de ce groupe de membres de l'organisation et de volontaires, c'est d'utiliser principalement les remontées des infos balises qu'on a confiées à chacun des participants sur chacune des distances, donc le 1000 en ce moment et puis les autres pour la fin de la semaine, pour s'assurer qu'ils sont en train de respecter le parcours qu'on leur a donné, qu'ils ne sont pas en danger, répondre aux appels aux numéros qu'on leur a confiés dans leur mobile et qu'on a vérifié lors du checklist matériel vélo pour répondre à leurs questions, les mettre en relation avec un médecin, éventuellement les aider en cas d'accident, appeler le SAMU. Et cette équipe, elle travaille, entre guillemets, à la différence peut-être des autres équipes, H24, du début à la fin de la course. On se relaie, on utilise des outils web avec la capacité de suivre les fils de discussion qu'on a avec un participant donné. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est notre façon à nous de nous rassurer sur la santé des participants, mais aussi le côté faire de la course, on va dire, que personne n'essaye de couper la trace ou autre. Voilà. C'est effectivement dans la définition, on va rentrer dans le détail, mais le PGO, c'est un poste de gestion opérationnelle qui pourrait s'appeler dans certaines organisations le PC sécurité ou le PC course, n'étant pas une course, on va dire, officielle. Voilà, on n'est pas une course officielle. Après, bien évidemment, à partir du moment où il y a 2 êtres humains au départ, ça devient une course. Mais, et puis, on ne voulait pas être dans quelque chose qui fasse un petit peu peur aux gens. Donc le côté sécurité, on trouvait ça un petit peu trop sombre. Et donc on l'a appelé le poste de gestion opérationnelle. Et c'est effectivement un lieu. Donc c'est pour vous, dans votre imaginaire, vous pouvez imaginer une pièce avec plusieurs écrans, plusieurs personnes autour, devant les écrans qui suivent les participants et qui, comme l'a dit Stéphane, font en sorte que les participants sont sur la trace, que si jamais le participant doit appeler, on puisse répondre à tout moment du jour ou de la nuit à son appel, qu'on puisse répondre à ses questions, qu'on puisse le renseigner, déclencher des secours. Enfin voilà, il y a tout un process qui est mis en place et c'est quelque chose que effectivement j'ai mis en place en 2022 suite à l'évolution et au nombre de participants de plus en plus important sur les événements. Et au tout départ, je me souviens en meeting, en briefing, avant épreuve, je donnais mon numéro de portable en fait. C'est-à-dire que tous les participants avaient mon numéro de portable. Et donc en cas de problème, les gens m'appelaient. Et quand tu passes de 176 ou 175 personnes en 2020 à l'année suivante 850,
c'est plus possible. Donc il faut trouver des choses. Et puis c'est surtout, quand tu passes de 176, tu as quelques accrochages ou quelques chutes. À 850, tu as beaucoup plus de chutes et quelques accidents. Il faut se structurer. Et c'est comme ça qu'on a structuré le PGO et on a franchi une étape supplémentaire cette année où effectivement, on a mis en place quelqu'un qui allait gérer l'ensemble des événements au niveau du poste de gestion opérationnelle, en l'occurrence toi Stéphane, pour justement que cette responsabilité ne soit pas sur les épaules de volontaires, parce que les gens qui sont avec toi dans l'équipe sont des volontaires. Tu vas nous expliquer également qu'est-ce que tu as mis en place comme process ou mission, je ne sais pas si on peut dire ça, plutôt process d'évolution par rapport à l'année passée, où tu as apporté quand même énormément de process et de digitalisation dans notre parcours. Et puis comment tu as constitué ton équipe. Voilà. Donc explique-nous, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as découvert, alors toi tu es un ancien participant de Race Cross Series il y a 2 ans, sur Paris. L'année passée, tu es venu en tant que bénévole, au PGO, tu as découvert, et tu t'es dit, attends, il y a quand même pas mal de choses à faire ici. Tu vois ? Non, oui, il y avait. Non, alors après, c'est toujours plus facile de critiquer quelque chose qui existe que de commencer de zéro. Donc, tu as eu l'idée de lancer le PGO. C'est vrai qu'après avoir été bénévole en physique à Paris et en distanciel sur la France, parce que la France, je ne pouvais pas me déplacer pendant les 10 jours de l'épreuve. Donc, j'ai donné en moyenne 12 heures de mon temps pendant 5-6 jours. Et en fait, je me suis rendu compte que à plusieurs niveaux, on a moyen d'améliorer à la fois l'expérience pour les nouveaux venus, diminuer l'effort déployé pour suivre la course pour ceux qui sont aguerris, parce que forcément ça consomme des bénévoles, et comme dans tout événement, des bénévoles on en a besoin sur plein de postes. Donc si on peut minimiser le nombre de personnes dont on a besoin au PGO, et puis surtout si on peut le virtualiser à terme, quand on a besoin de s'appuyer sur des gens expérimentés qui ne peuvent pas venir sur une course, c'est un plus. Ça évite de former de nouvelles personnes. Donc la digitalisation, ça prend plusieurs formes, mais on est déjà bien épaulé par Chronoconsult, notre partenaire, avec notamment Mickaël, qui je travaille beaucoup, le fournisseur de nos balises. Eux nous fournissent beaucoup d'outils, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est assez disparate. C'est-à-dire qu'il faut, pour étudier une situation donnée, quand on répond à un coup de fil, aller en moyenne sur 2 ou 3 outils différents. Et que ça, c'est chronophage. Donc quand il y a une urgence, on perd du temps. Plus on avance dans une course, plus on est fatigué et moins on a les bons réflexes. Et donc l'idée, ça a été, donc c'est une première vague. Là aujourd'hui, c'était l'épreuve du feu. Donc on a pris cher, comme on dit. On a noté beaucoup de leçons. Disons qu'on va vite faire une mise à jour pour vendredi. Ouais, on va faire une mise à jour pour vendredi. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Mais le cœur du changement, c'est essayer d'avoir un outil unique comme point d'entrée quand on a besoin d'interagir avec un participant, et avoir en interne assez d'informations, notamment pour les passations de cars. Donc on travaille sur des cars de 4 heures. Si quelqu'un arrive en pleine nuit et doit répondre à un appel d'un participant qui a appelé une demi-heure avant mais qui n'était pas sur le PGO, ce que je veux, c'est qu'on soit en mesure de lui donner cette information. Parce que ça peut être rien du tout, mais ça peut être très important. C'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, les gens qui nous écoutent, c'est que le poste de gestion opérationnelle pour nous est toujours ouvert à compter du premier partant jusqu'au dernier qui arrive. Même parfois hors délai, on est là jusqu'à... Enfin, c'est pas parfois, c'est qu'on est tout le temps là jusqu'à l'arrivée des derniers, même s'il y a quelques heures qui sont hors délai, et que pendant tout ce laps de temps, donc c'est 82 heures je crois sur Paris, c'est 10 jours non-stop sur France, où pendant 10 jours non-stop, il y a 2 personnes minimum qui sont derrière les écrans, et ça monte jusqu'à 6 parfois sur le dernier 24 heures, parce qu'il y a toutes les distances. Mais voilà, il faut pouvoir s'imaginer une organisation assez importante autour de ça. Ouais. Et donc des personnes qui soient formées, en tout cas qui soient... qui ont des appétences avec le digital également, parce qu'il faut avoir plusieurs écrans. En tout cas, avant, on avait plusieurs écrans. Maintenant, tu as simplifié tout ça. Et c'est beaucoup plus simple. Mais avant, on avait 7-8 écrans, je crois, ouverts en même temps. 7 ou 8 fenêtres ouvertes en même temps. Peut-être un peu moins que ça, mais oui, on avait un nombre d'écrans assez important. Assez important. Des tablettes, des téléphones. Avec chaque fenêtre, un rôle différent. Et si par malheur, alors que tu étais un petit peu fatigué, tu appuyais sur la croix qui fermait tous ces 8 écrans, il fallait tout, c'était compliqué. Voilà. Donc tu es arrivé, tu as observé, tu as vu tout ça, tu as amélioré tout ça. On a digitalisé le contrôle vélo qui est maintenant digital. Ça, c'est un gros plus qui nous permet de savoir en instant T combien de personnes sont passées. Enfin voilà, c'est quand même une énorme évolution. Et puis ce poste de gestion opérationnelle. Alors effectivement, c'est une première édition cette année sur le 1000 km à Paris
on a cette formule-là, donc il y a des corrections à faire, il y a des améliorations, mais ça c'est logique. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant d'avoir ton avis et ta construction. Et comment tu as constitué ton équipe, de combien de personnes est constitué le PGO là, sur cette année, on va dire, 2025 ? Tu as combien de personnes que tu vas faire tourner sur les événements ? Bon, là sur Paris, on est, j'ai envie de dire, il y a un noyau dur de personnes que j'ai déjà vu travailler sur le PGO à Paris ou en France l'année dernière. Puis après, on essaie d'étoffer avec des nouveaux membres pour deux raisons. La première, c'est que on fait des journées de 16 heures, donc au bout d'un moment, il faut aller dormir quand même un peu, ne serait-ce que parce que sinon, on n'est pas efficace pour répondre au téléphone. Et puis, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a besoin de bénévoles sur plein de postes. Donc là, l'équipe au PGO sur Paris va faire autour de 8 personnes qui vont tourner, avec 4 ou 5 qui font la majorité des horaires. L'idée étant de former les autres. Et on a même quelqu'un en virtuel, donc Denis, pour ne pas le mentionner. À distance. Denis n'est pas virtuel. Ouais. Denis n'est pas virtuel, mais il est à distance, comme on dit. Et donc, il va nous aider ce soir, d'ailleurs, pendant 4 heures, depuis chez lui. Donc, ça va être un autre premier test. Et puis, sur l'année, je pense qu'on va tourner autour d'une quinzaine de personnes, parce que de toute façon, il va falloir au moins ça pour tenir la charge sur la France. Et alors, si vous nous écoutez, si vous souhaitez devenir volontaire, que ce soit au PGO, mais sur d'autres missions et sur d'autres lieux, que ce soit sur SE Cross France, mais aussi en Belgique, en Espagne, et pourquoi pas, s'il y a des personnes qui nous écoutent au Québec ou qui vont en vacances au Québec cet été et qui veulent participer, vous allez sur le site SE Cross Series et vous pouvez vous inscrire sur devenir volontaire. Et puis à ce moment-là, on vous recontactera, on prendra quels sont... ce que vous souhaitez faire, quand est-ce que vous êtes disponible, quelles sont vos compétences, et comme ça on pourra vous emmener avec nous dans différentes aventures. C'est quoi selon toi le point clé du PGO ? Quelle est l'aptitude ou la compétence qu'il faut vraiment avoir pour faire partie de cette équipe ? Parce qu'on a eu plusieurs demandes par le passé, des personnes que parfois nous n'avons pas intégrées, mais si toi tu avais une ou deux compétences ou qualités qu'il faut avoir pour faire partie de cette équipe du poste de gestion opérationnelle. Alors quand tu m'as posé la question, j'ai cru que tu allais me demander ce qu'il fallait comme point technique pour réussir, donc j'en avais plein à citer. Sur les compétences, je pense qu'il y en a deux principales. Il faut de la rigueur, parce que c'est et c'est pas la plus importante, mais je vais finir sur la deuxième. Donc il faut de la rigueur parce que c'est un poste où un numéro de dossard après 4 jours de course, 662, ça peut vite devenir 626. Et c'est pas du tout la même chose quand quelqu'un est accidenté ou abandonne. Donc ça, c'est super important. Tu as parlé de l'appétence à la technologie. Ça, c'est entre guillemets quelque chose qui est donné. Par contre, le truc le plus important, je pense, c'est de l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se mettre à la place de la personne qui appelle pour l'accueillir dans de bonnes conditions, surtout après plusieurs jours de course. Et voilà, essayer de leur donner l'impression qu'on est juste à côté d'eux, sur le bord de la route, en train de les aider, dans la mesure du possible, bien sûr, puisque on a une ligne qui est très occupée parfois, et donc il ne faut pas non plus la monopoliser. Mais l'idée, c'est ça, c'est de donner à ces gens, on sait comment ils s'appellent, où ils sont, et on essaie de répondre à leurs besoins. Je rajouterais moi une compétence qui est le faire preuve de sang-froid. Parce que tu peux recevoir des appels de nuit, tu peux recevoir des appels d'accident, voilà. Et il faut savoir faire preuve de sang-froid et pas paniquer. Ouais. Donc ça nécessite un peu d'expérience. C'est pour ça qu'on est assez vigilant des personnes qu'on intègre dans cette équipe. Parce que tu peux avoir 3 appels, ou en tout cas la ligne qui sonne avec 3 appels en même temps. Et il faut être capable de ne pas, paniquer perso, mais surtout montrer à la personne qui est au bout du fil que tu maîtrises parfaitement, parce que parfois ce sont des familles qui nous appellent. Ce sont des familles qui nous appellent parce que le GPS justement a disparu dans une zone, ce qui peut arriver notamment sur SE Cross France, pas autour de Paris, mais sur SE Cross France où le GPS, notamment dans les gorges de la Nesse, que moi je me souviens, le GPS, on savait que pendant 45 minutes ça ne passait pas. On a des familles qui nous appelaient parce qu'elles étaient inquiètes. Donc il faut savoir faire preuve de sang-froid pour être capable au moment, quand le téléphone sonne, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ouais. C'est pour ça que la sonnerie du PGO est une sonnerie que généralement on ne met pas sur son téléphone le reste de l'année parce qu'elle est assez, anxiogène. Je ne vais pas dire stressante, mais quand ça sonne, on sait que c'est pas pour nous dire salut, tout va bien. C'est généralement un abandon, une chute, un problème
pourquoi pas plus grave. Donc il faut faire preuve de sang-froid. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur le poste de gestion opérationnelle, Stéphane? Non, je pense qu'on a bien couvert le sujet. Je ne voudrais pas non plus faire trop long, mais comme tu disais, ceux qui veulent nous rejoindre et qui pensent avoir les compétences pour nous aider sont les bienvenus. Eh ben, écoute, voilà, en tout cas, c'est une vraie spécificité sur SE Cross Series. On est la seule épreuve d'ultra-distance à avoir un poste de gestion opérationnelle comme celui-ci. C'est plus qu'un PC sécurité. Pas d'autres épreuves, je crois, à ma connaissance, dans l'ultra-distance qui ont un PC sécurité, voire même un numéro d'appel. Mais en tout cas, on est très fiers de ça et c'est ce qui fait partie du développement de la série. Parce que les coureurs, et c'est le témoignage que j'ai régulièrement, viennent se challenger en toute tranquillité d'esprit. Ils savent qu'on gère la logistique de leur matériel, de leurs valises, s'il y a quoi que ce soit en relation avec leur famille. Les familles sont rassurées parce qu'on a des process de sécurité. Et donc ça fait partie du développement. Et au moment où je vous parle, l'épreuve est partie depuis quelques minutes, quelques heures. Les premiers participants ont déjà franchi Paris. Certains sont sous la Tour Eiffel, mais en tout cas, la course va vraiment pouvoir s'élancer maintenant, puisqu'on les avait avertis que les 70 premiers kilomètres, le but c'était vraiment de prendre du plaisir. Ils vont passer quand même faire un parcours de 1000 km qui fait la Madeleine, Opéra, le Louvre, la Tour Eiffel, le Trocadéro, pour ensuite partir vers Versailles. Et ensuite, demain, ils seront dans les Ardennes. Je trouve ça magnifique quand on est passionné de vélo. Tout ça sous le soleil, je le précise. 4 jours de soleil annoncés sur Race Cross Paris. En tout cas, si vous voulez suivre le live, vous allez sur racecrossseries.com. Vous avez le lien live. Et là, vous avez toutes les informations, les récaps vidéo, photos. Et vous pouvez suivre l'événement presque comme si vous y étiez. En tout cas, un grand merci à vous. Un grand merci Stéphane. Et puis, on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau récap sur cette Race Cross Paris 4e édition. Merci et à bientôt. Au revoir.